Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur du DH à nouveau, même si j'en ai présenté un il y a pas longtemps, parce que cette fois-ci c'est un DH différent, c'est un DH aggro fail, 30 cartes. Donc on est plutôt sur une optique très très agressive, où justement le package avec les 5-4, l'arme à 3 pour piocher beaucoup vont faire sens. Et donc on va avoir là logiquement un deck qui pourra faire des sorties assez stable par rapport aux decks 40 cartes qui peuvent être très instables. Donc c'était la liste jouée par Levic pendant les Grandmasters du week-end dernier. Et il était en demi-finale. Donc sur 8 joueurs, il a été en demi-finale. Et en soi, c'était une line-up très agressive qui jouait. Donc l'objectif, c'était de battre des decks comme Druid, comme Mage, vraiment les prendre de vitesse, même si Mage, on sait sa stabilité. Mais on va voir quand même à quel point la liste est intéressante. Elle a eu de quoi vraiment smork, contre voleur notamment. On voit la liste ensemble. La liste 30 cartes de Agro Fel Demon Hunter. On voit que la top curve s'arrête à 6 de mana. Kurtrus. On a ensuite Crixix de Voracious qui a 4 de mana, qui globalement va te faire piocher 3 quand elle meurt. Et Krieger discard ta main. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte de ne pas discard des bonnes cartes, sauf qu'on joue des cartes dans l'ensemble pas chères. On a 3, 5, 7, 9, 11 cartes à 1 de mana. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cartes à 2 de mana. Donc ça fait déjà 23 cartes. Et on a enfin Lady Steno et Double Arme à 3 qui justement coûte 3. Ça coûte cher sur le papier, mais bon, l'arme justement, elle fait en sorte que bah, si on se vide notre main, on attaque ensuite, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. C'est une bonne carte de pioche. Et on va avoir la Predation, mais je vais pas la compter comme une carte à 3. Pourquoi? Parce qu'elle va coûter 0 une fois que vous avez joué un Naga. Naga, on a quoi? On a la 1-3-1 et on a Lady Steno. Donc certes, on n'a que 2 Nagas dans le deck, mais c'est suffisant parce qu'on va justement piocher assez vite. Et certes, même si la prédation coûte 3 et que vous n'arrivez pas à la réduire à 0, bah c'est pas grave, vous allez potentiellement pouvoir la jouer un tour et ensuite vous ferez l'arme, vous tapez vraiment quand vous voulez en fait. Donc, c'est la flexibilité de l'arme. Et imaginons que vous ayez beaucoup de mana, vous êtes sous multi-strike, vous tapez une première fois face ou une créature et vous avez 2 stacks. Derrière, vous pouvez rejouer les cartes de la main et ensuite retaper et piocher à nouveau. Dans un cas où vous avez vraiment beaucoup de mana et les cartes que vous avez coûtent pas cher. Donc quelles vont être les curves intéressantes? On a les T1 qui sont très intéressantes, que ce soit les 1-2 Trog, qui sont très bien contre les decks qui jouent des spells, comme Druid, comme Mage, les Sigil, et donc les 1-3. Et cette 1-2, on va pas vraiment la garder au mulligan, ça va dépendre en fait. Si on a par exemple dans un mirror de tempo, deck tempo, vous avez la 1-3, prédation, et cette 1-2. Bah, vous pouvez jouer un sort de fail pour 0. Là, c'est value d'avoir une 3-4 sans avoir, entre guillemets, d'effet négatif à dépenser du mana pour jouer un sort de fail. Mais sinon, on voit que c'est pas très value en termes de mana. C'est la plus value, la predation, et les tones peuvent servir à terme pour, contre Rogue notamment, où il faudrait se protéger d'un gros coup d'arme, d'un gros pont qui voudrait passer. Donc voilà, les petits 1-2 qui sont des 3-4 assez facilement, c'est intéressant. On a les T2 qui ont été nerfs à un moment, qui sont revenus maintenant en 2-2, qui globalement représentent 4-4 de stats. Donc si vous faites une sortie avec l'arme, l'arme est un keep au mulligan au passage, l'arme à 1, et vous faites la 2-2 ensuite, bah vous avez 4-4 de stats sur le tour 2, en plus d'avoir une arme qui a un effet passif qui nous avantage. La 2-2 fanatique va également être bien équipe, sauf dans des match-ups où on a vraiment besoin de tempo rapidement. On va largement privilégier un gros mulligan pour les T1 ou la 5-4. Cette 5-4 pour tour 2 va être pertinente. Et là-dessus, on va choisir de renvoyer Kurtrus si on l'a en main. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment une main qui coûte pas cher pour la vider et ensuite piocher grâce à la glaive. Et aussi, si on a envie de faire Crixis, on n'a pas envie de défausser Kurtrus très souvent. Il y aura des situations où on s'en fiche totalement de défausser Kurtrus parce que la game sera finie avant. Mais voilà, va falloir évaluer dans quel match-up on peut juste balancer une 7-7 on curve. Le body est insane. La curve parfaite, c'est quoi? On a vu Levic contre X-Blaze qui a fait pièce 5-4 into 5-4 et ça a gagné tour 3 ou tour 4 contre voleur, globalement. Donc, cette carte va être vraiment monstrueuse en termes d'agression. 5-4 pour 2, à part Prêtre qui pourrait le tuer facilement grâce à un mollo mort ou le sort à 4 ou
avec beaucoup de heal. Sinon, c'est compliqué. On va avoir énormément de sorts de fel. On voit qu'on ne joue pas Kurtrus, enfin, on ne joue pas Jace. Alors que sur le papier, on pourrait se dire, bah, faut jouer Jace, mais on veut vraiment garder cette stabilité de ne pas défausser de cartes clés. Notamment Kurtrus, Jace, et on veut pas que ce soit des cartes mortes pour le sort à 3, enfin l'arme à 3 qui nous ferait piocher. Donc voilà, l'idée c'est vraiment plein de cartes pas chères, une stabilité en pioche, et voilà, beaucoup de burst. C'est vraiment un deck burst aggro. On a l'air d'affronter un DH. On a pour l'instant T1, T2, et le Métamorphine c'est peut-être le moins pertinent, même si avoir un taunt protégerait contre DH. Généralement c'est pas des DH aggro. Donc là on va voir aussi une curve intéressante, soit on fait arme, soit là un 3 sur 1. Ça dépend aussi de si c'est un voleur. Mais globalement là, ça dépend de ce qu'on pioche. Je serais plus d'avis à faire la 1-3, puis ensuite jouer de Vanguard on curve. Ouais, j'aime bien cette curve. En plus de ça, du coup, le fait de ne pas jouer cette 1-3, statistiquement, on augmente nos chances de piocher la Predation. On a 2 draws en fait pour la prédation. Ce qui veut dire qu'on pourrait jouer ça, prédation, et jouer une 3-4. Ce qui serait insane en termes de tempo. Donc il peut avoir quoi? Il peut avoir Hero Power, Coin, Fel Barrage, s'il joue Fel Barrage. Il peut avoir le sort à 1, la relique. Ok. Ça va être très dur de battre ça. Oh, il a 0 de mana en plus, il garde la pièce du coup. Ok, du coup on a sûrement déjà perdu sur cette sortie. C'est pas pour être pessimiste, mais déjà quand il y a le lieu, et en plus de ça, il y a la meilleure sortie pour l'instant. Ça s'annonce très compromis. On va drop une Lady Tempo. Et à partir de là, ça s'annonce très mal. Il y a des silences, il y a un autre Sorin. Je pense qu'on va gagner du temps et Concede, parce que globalement, c'est facile à identifier les games qui... Je sais pas du joueur à Concede facilement, mais en l'occurrence, je sais identifier là, quand DH 44 décide de gagner, il gagne. Et là, en l'occurrence, c'est impossible de comeback. On a été obligé de drop Lady Tempo comme ça, mais mieux vaut gagner du temps parce que c'est... On avait peut-être de l'ordre de 1% de chance de gagner, quoi. On affronte cette fois-ci un druide alignement. Je pense qu'on garde dans tous les cas Sigil parce que c'est une carte pas chère. Et bah, si on n'arrive pas à trouver de T1, on va juste jouer Sigil sur tour 1 et c'est pas grave. Il y a de grandes chances également d'avoir un T1, donc même si on ne joue pas tout de suite, c'est vraiment pas grave en fait. C'est une carte pour 1 mana qui va filtrer le deck en fait. On va juste drop là 1-3. Derrière, on risque de 2-2 pièces Hero Power. On sait que c'est un druide alignement au passage. Là, la 3-1, ça fait gagner beaucoup de win rate d'avoir cette 3-1 curve. Donc, on drop la pièce alors qu'on a Lady, tout simplement parce que là, cette carte, c'est 4-4 de board maintenant, de setup. Là où il a déjà joué une Druid of the Reef. Oh, il y a une très bonne draw au passage. On risque de commencer à faire des sigils dès le prochain tour. Si on pioche encore une carte supplémentaire, on n'est pas trop mal. Bon, s'il y a Guff, c'est très dur à battre. Hein. Il n'y a pas Guff. Il peut y avoir Innervate le sort à 7, mais c'est un Drake 40k, donc c'est pas sûr. On va Hero Power, je pense. On va commencer même par ça. Oh, cette draw est intéressante. On va la faire et on va mettre le sigil, je pense, dans le deck. Donc oui, je l'ai pas dit, mais cette 5-4 fait une découverte, en fait. Moi-même, je pensais que c'est vraiment, tu choisissais quelle carte. Concrètement, quelle carte t'allais shuffle parmi toute ta main. Ça aurait été peut-être très broken. Mais je pensais que ça allait marcher comme ça. Du coup, ça peut rater. Hein. Si vraiment tu veux renvoyer qu'une carte précise dans ton deck, ça peut fail, quoi. Il y a bien Innervate, sort à 7. On va drop Lady, c'est pas sûr qu'il ait de quoi la tuer. Lady, ceci, ceci, ceci.
Là, on se vide bien la main. On le burst pas mal quand même. Il est à 17. Et si Lady n'est pas géré, bah, il est pas forcément bien. C'est typique instant. Est-ce que c'est un silence? Non. Donc ouais, c'est un droïde d'alignement. Vidéo que je comptais présenter très bientôt. Ok. L'attaque serait pas mal dans ce genre de spot pour justement taper 2 fois. Oh, ce droit est pas mal du tout. En vrai, la sortie est pas si mauvaise que ça. Enfin, du moins les réponses qu'on a ici. On va pré-shot ça une fois. Prendre ce trade. Je pense qu'on va optimiser les dégâts. Ça paraît du détail, mais là, du coup, on va optimiser les dégâts de manière impaire. Enfin, on aurait pu ne pas prendre de dégâts sur cette 3-2, mais rentrer un dégât de moins, en fait. C'est ce que je voulais dire. Mais je préfère rentrer le moins de dégâts en me disant que dans tous les cas, s'il a le sort à 7 numéro 2, bah, il aura un quasi full clear. Donc c'était discutable. Disons que je tourne pas autour du sort à 7, je tourne plus autour de quelque chose comme le sort à 8, qui mettrait un gros taunt. Là, la recherche de quelque chose, mais statistiquement, ouais, il y avait peu de chances de trouver sort à 7. Donc quand Levic a ramené ce deck et sa line-up, c'était un idée de détruire Druid, qui s'attendait à beaucoup à Druid. Mais on voit que le deck pourra pas battre que Druid parce qu'il s'en sortait bien contre voleur au final. Serions-nous contre un autre DH? Je pense qu'il joue voleur, si c'est comme la dernière fois. Dans ce cas-là, dans tous les cas, on va garder le Vanguard. Est-ce qu'on considère de garder Lady? Je suis pas un grand fan. Je peux faire largement mulligan pour un terrain. Et voilà, les 5-4 sont bien plus menaçantes déjà. Tout simplement, si c'était un voleur, bah, le Gnoll ne trade pas la 5-4. Il y a un grand monde où on pièce la 5-4 ici. Parce que Trog n'accomplit pas grand-chose par rapport à une 5-4 qui pourra taper le prochain tour. Là où le Trog pourrait juste se faire tuer par un Gnoll. S'il a un échangeable sur tour 1. Donc ouais, pour l'instant, c'est bien d'avoir un DH aggro. Ouais, c'est bien un voleur. C'est bien d'avoir un DH aggro pour la méta. Il va y avoir des nerfs au passage. Ça a l'air d'être un full keep à côté avec le meilleur échangeable. Ça va être compliqué cette gamme, je pense. Ici, qu'est-ce qu'on renvoie? Peut-être plutôt le multi-strike, on préfère l'avoir plus tard. Deux échangeables, ça risque d'être complexe cette gamme. Vraiment, le fait qu'il y ait cette carte échangeable ou pas, ça fait vraiment toute la différence. Par exemple, imaginons qu'il n'y ait pas d'échangeable sur tour 1. Le Gnoll coûte 3 de mana sur tour 2. Il pré-shot ça. Je pense qu'on va faire ça. On va faire le Trog. On va value l'Hero Power. De cette manière, on s'attend potentiellement à Shroud. Il y a 2 keeps. Donc le voile à 3 de mana qui piocherait 2 cartes. On s'attend à des Gnolls. Du coup, ouais, on a forcé un backstab ici. C'était bien un Shroud. Il va jouer un Gnoll. Peut-être qu'il n'en avait pas en main. S'il n'en avait pas, il y avait de quoi perdre juste sur le spot, parce que il prenait trop de dégâts. Donc ici, on va balancer cette arme. C'est pareil, c'est 4-4 de stats, l'adversaire est déjà à 18 PV. On risque de drop l'arme prochain tour. Si en top deck a un truc à 1 de mana, c'est vraiment très opti, vu qu'on va piocher 2 cartes grâce à cette arme. Est-ce qu'il va Shadow Step? Je suis curieux. Faudrait qu'il ait quelque chose de... Ça c'est... Peut-être win instant sur le deuxième Gnoll. On affronte double Gnoll tour 4. Plus les win. Après, s'il ne Shadow Step pas son Edwin, on a juste gagné sur le spot parce qu'on a cette arme. Si on top deck, multi-strike. Parce qu'on pourra rentrer 10 en tout. C'est une des combos principales du deck. Si vous avez cette arme et que vous avez multi-strike, vous pouvez rentrer énormément de dégâts contre les decks tempo. C'est ce qui fait que
Bah, avant, c'était vraiment l'arme jouée en 2 fois. Le deck avait tellement de burst. Ok, maintenant ça marche plus. Parce qu'on n'aurait plus assez d'attaque. On va jouer ça. Tuer le gnoll. Mais cette 7-7 est très chiante. On va pouvoir faire un taunt qui pourra nous protéger d'une grosse attaque d'un gros ton, comme celle-là. Mais ça reste très chiant. À la limite, faudrait top deck l'autre 3-4. En plus, il a un Shadow Step, donc ça repart. Donc ouais. Sur 4 de mana, il a réussi à jouer 2 cartes piochées par Edwin, dont les 2 gnolls. Malheureusement, c'est le genre de sortie, ça va arriver. Ce genre de sortie, c'est vraiment, je pense, top 20%, même pas. Parce que vraiment, le fait qu'il y ait le Shroud, les gnolls, les doubles gnolls et les Edwin, et les échangeables. Parce que ça y joue beaucoup, hein, les échangeables en early. Donc dommage. On va juste rester en 4 top deck deuxième 3-4 taunt, mais même ça, ça ne sauve pas. Ouais, dommage. Ça reste close. Il faut vraiment qu'il fasse de la magie noire pour nous gagner le voleur en fait. Mais contre un autre DH, cette fois-ci c'est un vrai Demon Hunter, donc c'est Feno. Feno joue très souvent de DH 40 cartes. Donc pareil, ça va dépendre si elle a sorti relique. Si on perd ou pas. Ouh, un très bon top deck. On garde ce T2 vu que globalement 4-4 de stats c'est très fine. Même si ça coûte 3 de mana. Derrière, si elle n'est pas tuée, ça fait quand même beaucoup de board. Est-ce qu'on a envie juste de Fel Barrage pour entrer plus de dégâts? Parce qu'en fait, on s'attend à quoi? On s'attend en fait à quelque chose comme Fel Barrage maintenant, s'il le joue dans le deck. Du coup, on n'a pas envie de mettre 2-2-2 et lui donner un Fel Barrage assez insane. On veut profiter du passif d'avoir plus un attaque sur la 1-3 quand on joue un spell, et on s'assure de value le passif de ça. Donc là, on va faire la 2-2 Hero Power, je pense. Quoique, je vais plutôt value le fanatique. En vrai, c'est discutable. On va faire ça. Si là, le sort à 1 qui fait... il peut avoir la relique à 1 de mana qui ferait 1, 1, puis 2, 2. Dans le meilleur des mondes, ça fait 1, 1 là, puis 2, 2 sur les 1, 1. Donc ça peut mal se passer pour lui. C'est pour ça que j'aime bien quand même faire ce play, plutôt que juste ça. Il a l'air d'avoir la carte en question à 1 de mana. Je pense qu'il était en train de calculer statistiquement ce qui est le mieux à faire. Mais dans tous les cas, ça peut faire 1, 1, puis ensuite 2, 2, et ça peut laisser cette 2, 2 en vie. Ok, il fallait que ça tape les deux droites en fait. Qui avait peu de chance, mais ça se faisait. On va Hero Power. Ensuite, on joue l'arme. On va garder tous les stars de l'arme. Mais on voit pour l'instant, on est à 2 DH d'affilée qui nous font relique into le sort 1. Enfin, le lieu into le sort 1. Pour l'instant, c'est la meilleure counter possible dans ce match-up. Dans un deck qui a 40 cartes, qui a cette combinaison de cartes, ça doit être de l'ordre de entre 10 et 15% que ça arrive. Ça arrive 2 fois d'affilée, donc juste pas de chance. Et on n'arrive pas à faire de 5-4 dans ce match-up. Là où on a quand même plus de chances que lui avoir cette combinaison de cartes en 40 cartes. Donc, à voir si cette 2-2 peut rester en vie. Il n'a pas non plus un nombre infini de cartes de removal en fait. Parce qu'il a beaucoup de late game. Ok, on risque de faire ceci. Taper face. Jouer ces 3-4. Trog, Trog. Et il y a évidemment maintenant une carte qui serait une scène en termes de follow-up, c'est l'AOE à 5 de mana. S'il y a l'AOE à 5 de mana, on accepte que la game soit juste perdue. Ça, c'est une certitude. Et dans tous les cas, on ne bat pas. C'est vraiment la meilleure sortie possible avec l'AOE à 5. Il a top deck.
Donc, globalement, on était de l'ordre de 0% de chance de gagner le match-up. On va voir s'il y a une 7-7 qui pop depuis cette 3-3. Il y a une 1-5. On peut avoir un multi-strike pour entrer plus de dégâts, mais je pense pas que ça suffise, dans tous les cas. On va le faire. Ça se met mal, du coup, au niveau des trades. Ouais, dommage. On va faire ça et fait le barrage. Mais on voit que la partie est déjà perdue, bah, vu la sortie en fait. C'est vraiment la meilleure sortie possible que tu pouvais faire. Et je suis même pas sûr d'avoir fait ce type de sortie contre un aggro pendant la vidéo que j'ai présentée. Et le follow-up, du coup, 3-7. On avait l'info. Mais, littéralement, il y a peut-être même aucun deck aggro qui peut battre cette sortie qui vient d'arriver. On enchaîne sur un autre DH. On verra si cette fois-ci on a plus de chance. On risque de garder la glaive au mulligan. Juste parce qu'il y a plein de synergies tour 2. Le fanatique est une des synergies. Il y a un qui peut mulligan. C'est sûrement un voleur. À moins que ce soit un erreur. Et on a récupéré les T2 qui vont mettre du board. Ok, si c'est un voleur, il n'a pas d'échangeable sur toi. Hein. On a l'arme avec multi-strike. Et ça a de quoi faire beaucoup de dégâts. On a un follow-up ça plus ça. C'est bien un voleur. Le Gnoll coûte 2 de mana pour l'instant. À voir s'il fait autre chose. Non, il fait rien. On va mettre un Treg au board ici. On a un bon follow-up. Petite erreur au passage. Une grosse erreur même. J'aurais dû fanatique, taper, et ensuite jouer là en 3 parce qu'on pouvait top deck la Predation. Ça fait longtemps que j'ai pas joué le deck. Enfin, un deck DH aggro. Mais j'aurais dû m'en souvenir. A voir si on a envie de drop une 7-7 ou pas. Ça risque d'être juste multi-strike et chaos strike. Ou surtout avec ce top deck. Juste faire ça en fait. On veut s'assurer d'avoir un board full pour vraiment lui faire mal. Hein. Là, l'agression est plutôt réelle. 12 PV, il peut pas setup un board qui ferait un setup létal. Il va galérer à tuer ses 1-1 et les 1-1 font tellement de dégâts à voleur. Hein. Un deck 30 PV seulement, qui ferait rien les 2 premiers tours, bah, t'as de quoi tabasser. Tu punis justement. Tu punis ça. Donc ici, on va juste faire ce play. On va accepter de brûler une carte pour en piocher 3. Parce que dans tous les cas, c'est un setup létal s'il ne tue pas ça. Et s'il la tue, il perd dans tous les cas la game. Il peut tenter de découvrir un sort aléatoire. Il a un râle d'agonie aléatoire. Ça aurait pu être Gigafine, mais il lui manquait 1 de mana pour la jouer. Donc ouais, 1-1 contre voleur, mais on a perdu une fois contre vraiment les nuts. Et on affronte un autre druide. Donc on préfère que ça soit un druide 40 cartes, parce qu'on est là pour le smork, très clairement. Et là, vu la sortie, je pense qu'on va renvoyer ces 2 cartes. Lady, on la veut pas maintenant. Fury, bah on la veut pas. Et on va garder la 5-4, ainsi que la 3-2. Là, la sortie qu'on risque de faire, c'est pièce 5-4 into Fury 3-4 into Arma 3. C'est une curve assez insane sur le papier. Et qui nous permettra de piocher logiquement pas mal. C'est l'avantage de cette 5-4. Certes, il y a un effet négatif de perdre une carte, mais vous allez la récupérer grâce à l'arme à 3. L'arme, en plus de ça, c'est 6 de burst. 6 de dégâts qui rentrent directement dans la tête très souvent. Ou dans le board si c'est un mirror de tempo ou d'aggro. C'est bien un druide 40 cartes. Il y a un qui peut me mulligan qu'il a hésité à jouer, c'est peut-être le sort à 1. Alors, ce qu'on renvoie, et c'est triste, on n'a pas eu la carte qu'on a top deck. C'est là que je vous disais que du coup, parfois, ça peut être triste. Du coup, qu'allons-nous choisir? On va quand même renvoyer la Furie, je pense. C'est dommage, hein, on avait vraiment une sortie insane si ça se passait mieux. Donc c'est bien la bonne lecture, ici c'est bien un sort 1 qui découvre une carte.
Il fait sur le tour 2 pour tenter d'avoir... Oh, mais c'était le meilleur top deck possible, hein. Ce genre de sortie, on parle quand même d'un 6, 9 d'attaque sur le board tour 2, sans compter l'effet passif de lui. Et derrière, on a une arme qui va piocher 2. Elle va rentrer 6 de burst. Et elle va pas piocher 2 seulement, elle va repiocher derrière. On sera à nouveau vidé la main. Est-ce qu'il y a un monde où on fait ça? Je pense qu'on reste sur le play. Est-ce qu'on prend le trade? Je pense que ça me va de prendre le trade. Ce qui est dommage, bon, c'est évidemment avoir une autre arme en main. C'est anti-synergique avec l'effet de ça, vu qu'on veut pas casser cette arme. Donc on va juste faire en sorte d'avoir plus qu'une carte en main, celle-là, si possible. Le prochain tour risque d'être fait le barrage et ça. Ou à voir si on se dit... On a envie de garder ça avec le multi-strike. Ok. Je pense qu'on accepte de piocher qu'une seule carte. C'est loin d'être grave. On voit qu'on le rentre très bas en PV, on met très bas. On a 2, 4, 5 et Hero Power 6, prochain tour. Donc même s'il avait Innervate sort à 7, ce n'est pas suffisant pour gagner cette game. Donc ouais, l'avantage c'est qu'au moins, Druide, vous voulez affronter Druide, vous en avez marre de Druide, ce deck est très pertinent. En plus de pouvoir battre beaucoup de déclans juste parce que c'est un gros burst, en fait, c'est un gros burst, ça peut battre voleur. Donc c'est vraiment un deck très pertinent. On a l'air d'être contre un autre druide, c'est peut-être un druide... J'aurais envie de dire que c'est druide ramp. De mémoire, c'est druide ramp. Donc on va garder la 1-3 et la 5-4. Donc même logique, on risque peut-être même de pièce 5-4. On va voir. Derrière, druide 7-1-3. Et on a un follow-up avec le fanatique. Pour l'instant, en voyant la main, c'est le Fel Bridge qu'on a envie de renvoyer, mais à voir. On a réussi à le toucher, donc on va le renvoyer. Derrière, on risque de faire juste ça et ça. Tant pis pour l'effet passif de plus 2. À moins de top deck, prédation maintenant. On change de plan de jeu, vu que la 2-1 conteste la 1-2. Donc on préfère largement dépenser 1 pour Hero Power plutôt que jeter une 1-2. Même si c'est l'argument, l'unique argument serait de nous vider la main pour l'arme à 3, mais c'est pas pertinent ici, on l'a pas. Là on risque juste de fanatique Hero Power prochain tour. Oh, ok. Hero Power Face, on va trade le Bran quand même. Il vient d'économiser 5 PV grâce à ce Bran. Ça indique qu'il avait sûrement un follow-up avec le T4 ou Guff. Il a trouvé le T4. C'est une grosse sortie avec un follow-up nourish. Je pense qu'on va juste faire ça. Ça face. Et jouer ça. On accepte de ne pas piocher 1. Parce que le board qu'on met met tellement de pression. Bon, s'il y a Innervate et il sort à 7, on est très mal, hein. Et là, voilà, on voit qu'il fait Guff, il fait de la rampe. Ça reste peu probable. On l'a pris tout à l'heure et on a réussi à quand même gagner, je crois. Oh, j'ai un doute. Non, on a gagné. Donc, voilà, là, on a vraiment un board très imposant. Là, je pense qu'on va juste jeter toutes les cartes. Profiter au maximum de cette lady, de la pioche. C'est la concession de l'adversaire. Ah non, il est mort, en fait. Donc, ouais. Vous voyez que les games sont très efficaces, hein. On parle de tour 5 gagner les games dans le match-up contre Druid et de manière très consistante, hein. On est vraiment à 3-0 dans le match-up. C'est assez... On va pas dire free, mais presque. On affronte à nouveau un druide, apparemment. Donc si on est vraiment contre des druides, on est content. On est là pour les smorks. Et il y a même un monde où on garderait le sigil avec le troc. Pour avoir tour 1 pièce 5-4, tour 2, troc, sigil. Ok, on a même un meilleur tour 2 ici. C'est encore un druide 40 cartes.
On retourne sur pièce 5-4. On va renvoyer ici, je pense, le sigil. Derrière, soit il joue la 2-1 sur tour 2, soit il ne la joue pas. S'il la joue, on va juste rogue Hero Power, je pense. Okay, s'il la joue pas, on fait les deux. Mais il faut pas avoir peur de drop une Lady en tempo, il n'y a pas beaucoup de moyens de la gérer en fait. Druid est une version très greedy, c'est un deck très greedy. Là, les trocs se multiplient. J'aime beaucoup l'idée de Lady dans ce spot. En cas de top deck d'un nouveau spell, cette Lady va rentrer 2 plus 2, donc 4, en plus d'être présente sur le board, là où ça aurait pas fait beaucoup de pression. Peut-être qu'il va vouloir silence au lieu de rampe. Du coup, si silence, il a que 6 de mana le tour suivant, il a donc pas assez au sort à 7. Donc c'est pour ça que c'est important de drop la Lady dans ce genre de spot. Pour empêcher l'adversaire de rampe, et qu'ils prennent peut-être peur et qu'ils se disent je vais silence. C'est pas des cartes insane qui va nous voler, donc ça nous va. Peut-être même qu'il va nous donner des cartes qui nous avantagent, on verra. Je sais même pas ce qui est le plus dérangeant pour nous. Je pense que c'est le plus dérangeant s'il prend ça en vrai. Je préfère largement avoir le sigil à choisir. Il réfléchit, mais peut-être qu'il est pas très serein sur le fait de se prendre une 3-4 en plus sur n'importe quel top deck de sort de fel. C'est peut-être le cas. On voit qu'on a énormément de bons top decks, hein, que ce soit l'arme à 3, que ce soit pas mal de sorts de fel au final. Même là, 7-7 est fine. Il va nous donner 7-2-1, donc il aura peut-être pas facilement accès à nos riches, ça lui fait peut-être chier. Ah, il hésite à faire ça. Du coup, ça nous donne 2 d'attaque supplémentaires. C'est dommage d'avoir pioché quelque chose qui n'est pas un sort. Je pense qu'on va faire comme ça les trades. On va jouer notre 1-3. Et là, on le tabasse et c'est pas garanti qu'il ait innervé de sort à 7. C'est très loin d'être garanti. On peut piocher le sort à 7 sur le sigil, ça serait très unlucky pour nous. On voit que sur n'importe quel sort, ça prend un attaque, ça prend un attaque, ça... Ah, dommage. Ah non, il la cherche, peut-être qu'il l'a pas. Si là, ça fait beaucoup quand même. Mais on voit que n'importe quel spell, si ce board stick, c'est peut-être même létal. Donc là, c'est vraiment une sortie insane. On parle de Growth into Théotard pour nous ralentir. Et Innerve sort à 7 sur notre tour 4. Malheureusement, on a blanc le tour où il fallait pas blanc. Là, peut-être la game est perdue à cause de ce blanc. Et en plus, une 3-1 pour rusher. Ça qui arrive un tour trop tard peut-être. Là, c'est un peu un all-in. On voit que c'est pas fini, hein, parce qu'on a toujours la possibilité de piocher la 7-7, Kurtrus ou l'arme à 3. Donc ça fait 1, 2, 4 bons top deck. Même la fossile fanatique peut être un top deck ok. Donc ça fait 6. Chaos Strike, c'est du filtrage de deck. Et là, malheureusement, le fait d'avoir blanc un tour, ça va peut-être faire la gamme. C'est pas un bon top deck encore une fois. Même s'il reste bas en PV. Donc on voit que la game qu'on perd, ou bon c'est bien d'avoir une game qu'on perdait au final, c'est vraiment beaucoup de choses qui arrivent et un petit peu une manque de réussite en follow-up. Parce que le fait d'avoir quand même la 3-1, la 2-1... Non, la 2-1 au final il nous l'a donné, donc ça va. Il va falloir quelque chose de bon maintenant. Est-ce que multi-strike c'est bon? Je pense qu'on doit garder cette multi-strike. Pourquoi? L'argument c'est l'arme à 1. L'argument c'est le fanatique. Le Vanguard. Il n'y a pas vraiment de raison de jouer ça maintenant. Juste rentrer un de plus. Et on peut faire plus de value avec ça. Beaucoup de pioches.
Donc ouais, c'est vraiment le fait de ni avoir la 7-7, ni avoir une arme, ni Kurtrus avec plus de 10 cartes piochées, qui fait qu'on perd dans ce genre de spot. Ok, il y a Kurtrus au moins. On va le faire en premier, et ensuite on va Hero Power 2 fois. C'est au moins un top deck, qui fait qu'on peut être encore dans la game. Bien sûr, on ne bat pas des Natrius, hein, ce genre de spot. Et là, on va peut-être arriver dans le spot que je parlais, c'est-à-dire top deck l'arme, multi-strike arme, il y aura une créature à taper. Oh, très bon top deck. Pas de raison de pré-shot 7-8-8. Il a déjà joué une carte d'armure, donc les chances statistiquement qu'il ait une autre restent faibles. Donc, et on a la lecture qui a également pas guff pour l'instant. Ce qui veut dire que statistiquement on est censé être bien. Pas avoir le T8 taunt, ça serait sûrement le plus chiant. Ah, dommage. Dommage, bon c'était le genre de sortie qu'on me battait pas. On voit qu'on était vraiment pas loin, hein. On était one-off. Je suis en train de réfléchir s'il y a un séquençage qui nous fait gagner, mais je ne crois pas. Si jamais on proquait là-dedans, ça allait le soigner, hein, donc ça allait pas marcher. Dommage. C'est vraiment le sortie de type godlike, hein. Godlike absolu, follow-up, et où on a blanc beaucoup. On n'a jamais eu l'arme au final. Là où on voit que, bah, en fait, c'est vraiment un séquençage en phase bonne sortie, très 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 bonne sortie. Et de notre côté, blanc quelques tours, et il faut pas, pour perdre le match-up. Donc globalement, on aura fait quoi? On aura fait beaucoup de games. On va peut-être finir sur une game pour voir si on finit en positif. Les games sont plutôt rapides, donc on peut se permettre de relancer. Ça fera pas non plus une vidéo trop longue. On a l'air d'affronter un priest. Et on a l'air d'avoir une main qui fait sens, dans le sens où on va quand même envoyer Crixix. Il y a un monde où on la garde en main juste pour la renvoyer avec la 5-4, ça fait sens également. Et je pense qu'on va le faire d'ailleurs. Juste parce qu'une 7-7 tempo sur tour 4, c'est vraiment excellent. On va s'attendre à un voleur ici. C'est dommage d'avoir mis un T1, mais en même temps on a full keep, donc c'est normal, hein, on avait statistiquement peu de chance d'en récupérer un, c'était de l'ordre de peut-être 35%, 35-40%. Garde Maiden en main, vous vous en doutez. Qu'est-ce qu'on renvoie maintenant? On va finalement renvoyer ça plutôt, hein. On va drop l'arme sur 3. Derrière sur 4 on fait ça, on pioche 3. Oh, à moins d'avoir ce top deck qui est bien meilleur. Donc on va le smork, hein, il joue un prêtre combo. Je suis quasiment sûr. Et ce match-up reste dur, hein. On va réfléchir à que faisons-nous. Il y aura un moment où on fait Lady Arme. Ça force un silence peut-être. On voit qu'on agresse quand même bien. On va pouvoir piocher. Si on pioche quelque chose de jouable, on peut piocher 2 cartes, si on le veut. Et c'est maintenant qu'il fait un gros tour. On est sur 4 de mana. Il va piocher. S'il a de quoi voler les stats, les PV, et qu'il a le refresh mana, il est très fun dans le spot. Prêt de combo, ça peut gagner tour 4. Mais si ça gagne pas tour 4 contre nous, bah, ça a de grandes chances de perdre en fait. Est-ce qu'il a le mode lampe dévore? Et il l'a eu. Dommage. La sortie est
excellente s'il y a un refresh. Ah, il n'y a pas de refresh. Il n'y a pas de refresh. Je suis curieux de connaître l'interaction ici. Il a déjà joué un silence. C'est peut-être fine de faire ce play. On a envie de me 7-7-7 sur le board en fait. C'est pour ça qu'on joue la 7-7. Il peut jouer un boon, le sort à 4. On a la lecture, ça c'est sûrement une autre Maiden. Ouais, malheureusement ça c'est top létal. On ne joue pas de silence. Et il a sorti tour 4, en fait c'était gagné tour 4 au final, Buccal follow-up. Est-ce qu'on fait le barrage? On passe à 6. C'est le seul moyen, je crois, de rester en vie mathématiquement. C'est de faire ce play. Donc dommage, on aurait eu un PV supplémentaire, on avait encore un gros board. Et du coup, on est obligé de faire ça. Et on meurt sur n'importe quel silence. Sachant que ça, c'est sûrement une Handmaiden qui va piocher. Bon, ça suffit à gagner, malheureusement. Donc ouais, close. On finit en négatif. Mais c'était vraiment la sortie, on perd tour 4, ça arrive pas si souvent que ça. C'est généralement tour 5 qu'on part, donc le fait qu'il parte un tour plus tôt, ça veut dire que, bon, on a été... Ça arrive peut-être dans... Ouais, 10% des games, 15%. On a quand même bien le rôle. La game contre Druid, la dernière, on a extrêmement le rôle où le Druid a fait une excellente sortie. Les deux TH, pour moi, on est censé être quand même even dans les deux match-up. Et on s'est bien pris la relique on curve, puis bah, les lieux. Non, c'est le lieu, puis ensuite les reliques. Du coup, c'était imbattable sur le spot. Et le voleur qui nous a fait également les mêmes. Donc pour l'instant, je suis quand même rassuré sur le power level du deck. C'est-à-dire qu'il est très explosif, il arrive à être consistant, à gagner tour 4-5, enfin, tour 5. Tour 4 setup, un gros board qui potentiellement setup létal. Donc, il est consistant. Et bah, mes défaites me rassurent sur le potentiel du deck, et le power level du deck. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le DH aggro. Ça fait du bien de voir un peu d'aggro dans la méta. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.